La caractéristique de la société féodale, dont on peut dater les débuts en gros du Xe siècle, deuxième moitié du Xe siècle, et donc surtout XIe, XIIe ensuite, est une société où le pouvoir n'est pas exercé par un organisme central, même s'il existe dans l'Occident des royaumes et un empire. Le pouvoir, de fait, est exercé à l'échelle d'un comté, d'un duché, le duché de Normandie, le duché d'Aquitaine, le comté de Mâconnais par exemple, par un seigneur qui s'est arrogé, à la suite de toute une série de décompositions de ce pouvoir central, le mécanisme de décomposition du pouvoir central, l'exercice des grandes attributions de la puissance publique, c'est-à-dire la levée de l'armée, la levée des impôts, rendre la justice et organiser en fait la vie publique, la vie collective. Il serait faux d'imaginer la société médiévale comme une société de castes. Les groupes sociaux ne sont pas des groupes fermés et la noblesse, par exemple, est un groupe qui, sans être facilement accessible, l'est tout de même à un certain nombre de gens d'origine modeste. On a des exemples assez nombreux dans le monde de l'Empire germanique, donc au-delà du Rhin, de chevaliers issus parfois de conditions serviles, donc de gens dans un état de dépendance vis-à-vis de maîtres, qui ont été armés chevaliers, adoubés, dit-on, on leur a remis les armes comme à donc, tout bon chevalier, et qui sont petit à petit donc devenus nobles, qui sont entrés à l'intérieur du groupe social de la noblesse. Donc il y a une promotion sociale possible, elle peut passer également par des carrières ecclésiastiques pour ceux qui se montreraient des élèves très doués des différentes écoles monastiques ou cathédrales. Donc une société qui finalement n'est pas aussi fermée qu'on a bien voulu le dire, même si il va de soi que cette promotion n'intéresse qu'un groupe relativement réduit des gens les plus modestes de la société médiévale, qui sont en très grande majorité des paysans. La société du Moyen-Âge était assez brutale, alors comment les seigneurs ont-ils pu préserver leur pouvoir sans connaître de révolte? Expliquez-nous ça, madame l'historienne. Il est important de réaliser que cette société correspond à ce que l'un de nos collègues, Dominique Barthélémy, appelle un ordre seigneurial. Ce n'est pas une société d'anarchie, comme on l'a dit traditionnellement autrefois à propos de ce monde féodal, parce que justement, il n'y avait pas de pouvoir central. En réalité, il y a un pouvoir, mais il est exercé donc dans des cellules de plus petite taille. Et donc les maîtres de ces cellules organisent entre eux-mêmes un ordre qui fonctionne. Alors, les dominés, dans tout cela, ont accepté. Ils ont accepté parce qu'ils y ont trouvé un certain intérêt, une protection que leur assuraient les maîtres et que, justement, les derniers rois carolingiens n'étaient plus capables d'assurer par eux-mêmes. Ils ont accepté aussi parce que, contrairement peut-être à une image que l'on a du Moyen-Âge, ils y ont trouvé une partie de bénéfice. La féodalité correspond à cette partie centrale du Moyen-Âge qui voit se développer un grand essor économique dans l'Occident médiéval. Et on peut tout de même imaginer, sans peut-être trop forcer une image positive de l'époque, que tous les groupes sociaux ont fini, il y a eu des laissés pour compte, mais que tous les groupes sociaux ont fini par y trouver quand même quelque intérêt, ce qui explique que le monde rural ait fini tout de même par accepter ce système, cet ordre seigneurial. Cependant, il y a eu des révoltes, il y a eu des tentatives de refuser ces nouvelles coutumes que les seigneurs pouvaient imposer aux paysans, mais bon an, mal an, il semble tout de même qu'il y avait aussi des terres à conquérir, notamment à l'est de la Germanie, qui ont permis à certains paysans d'améliorer leurs conditions. Et bon an, mal an, donc, cet ordre seigneurial a tout de même tenu. Le monde féodal est un monde que l'on imagine volontiers rural, avec une masse énorme de paysans et les châteaux dans les campagnes. Mais c'est aussi à cette époque, donc entre le Xe et le XIIIe siècle, qu'ont fleuri en Occident les villes et qu'elles se sont développées. Alors, il faut comprendre que ce développement s'est fait de diverses manières. La première, c'est autour de vieux centres de fondations gallo-romaines qui ont connu une phase peut-être de repli, dirions-nous, mais pas du tout d'abandon. Les archéologues nous ont bien montré que la civilisation urbaine, même si elle était moins brillante pendant le haut Moyen-Âge, était tout de même présente. Il y avait des noyaux urbains, densité d'habitat peut-être un peu plus large qu'aux temps antérieurs, mais il y avait tout de même des réalités urbaines et des monuments dans ces villes. Sur ces noyaux urbains de fondation gallo-romaine se sont greffés des lieux nouveaux, des faubourgs juste à côté, autour d'une abbaye ou autour d'une route tout simplement, qui était un lieu de passage avec un marché, un cimetière. Bon.
Et donc ces villes anciennes se sont développées, on le voit très bien, dans la construction de nouvelles murailles qui enserrent un périmètre plus large à l'intérieur desquels donc, on essaye de bâtir, même si le bâti n'est pas très dense, on ménage des zones de jardin, des zones qui permettent de nourrir éventuellement la population en cas de siège, par exemple, bon, de façon assez modeste, il faut bien reconnaître. Il y a eu aussi des créations nouvelles, des villes neuves créées par les seigneurs eux-mêmes, ou le développement spontané autour de châteaux ou d'abbayes, de nouveaux centres urbains.